Ça y est, c'est le moment attendu. En tout cas, peut-être pas par vous, j'espère par vous, mais en tout cas par les équipes, Invox, qui ont travaillé beaucoup ces derniers mois. Hello Patrice de Angers, hello Julien, je vois que ça commence à arriver dans les commentaires et sur le live. On est ravis de vous accueillir ce matin pour un sujet, qui revient chaque année chez Invox. Un peu à cette période de l'année, c'est un peu notre calendrier de l'avant à nous. On est super content de vous présenter, ce matin notre, super étude, Leader Advocacy, et je suis pas tout seul aujourd'hui, puisque j'ai la grande chance d'avoir une spéciale guest qui est consultante social media chez Invox. Salut Triana. Salut Guillaume, salut tous. Hello Muriel aussi, qui fait coucou. Bonjour à tous. Voilà, et ben c'est parti. On a plein de choses très sympas à vous montrer aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran également très rapidement. Triana, peut-être le temps que tout le monde arrive, tout le monde se dit bonjour, hello Sophie, hello les utilisateurs LinkedIn qui ne disent pas leur nom, on doit être masqué dans certains cas. Tu peux peut-être nous dire ce que tu fais au quotidien, à quoi ressemble ton quotidien de consultant de social media avant qu'on parte dans le vif du sujet. Oui, bien sûr. Je suis consultant social media chez Invox et au quotidien, j'accompagne nos clients, donc des entreprises B2B, dans la mise en place des stratégies sur les réseaux sociaux et aussi la mise en place des démarches Leader Advocacy et Employee Advocacy. Top. Et on accueille aussi Mylène, Valérie, Julien, qui est dans le plus beau département de France, dans le 43, la Haute-Loire. J'espère qu'il ne fait pas trop frisqué chez toi. Et puis d'autres personnes qui arrivent. Et ben super. Et ben on va pouvoir commencer tout de suite, aller dans le vif du sujet. On va vous afficher l'écran. Hop là, c'est parti. Donc au micro, on sera tous les deux aujourd'hui, mais vous allez avoir un rôle à jouer aussi, parce que vous avez vu, il y a des commentaires, et les commentaires, on peut les afficher, on peut rebondir dessus. Donc vos commentaires qui pour l'instant sont plutôt des coucous, la forme, évidemment, tout va bien ici. Ça va devenir des questions ou des commentaires ou des réactions ou des je suis d'accord, je suis pas d'accord. Donc n'hésitez surtout pas à en faire le meilleur usage possible. L'équipe Invox, c'est pas juste Triana et moi, il y a plein d'autres personnes qui œuvrent au quotidien sur nos différents métiers. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard en fin de présentation. Mais en tout cas, il y en a pas mal qui ont contribué à cette étude. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un petit peu de temps, vous savez que c'est une étude maintenant qui vit sa deuxième édition, avec des choses qui ne sont pas forcément comparables, parce que la méthodologie et le scope ont un peu changé cette année. Et puis on a impliqué surtout beaucoup de personnes. Alors les usual suspects de l'équipe social media, mais aussi quelques geeks chez nous, puisqu'on verra qu'on a utilisé des outils pour aller traiter un petit peu plus d'infos que d'habitude. L'année dernière, on avait 360 entreprises qui étaient couvertes. Cette année, on a monté un petit peu le curseur. On allait chercher 770 entreprises. Je vais en dire un petit mot un petit peu plus complet juste après. Dans ces entreprises, on s'est focalisé sur différents rôles, un peu un CODIR, un COMEX restreint. Pareil, je vais vous dire un petit peu les profils de personnes qu'on est allé chercher, mais dont on est allé chercher à la main, trouver qui étaient les dirigeants. Donc on a regardé un peu les organigrammes, un savant mélange de Sales Navigator, de temps passé sur les sites des entreprises, et puis un petit peu sur Google aussi pour retrouver les bonnes personnes. Et ça nous a donné 2500 dirigeants. Au total, on avait une cible de 3600. Il y en a qu'on n'a pas trouvé, il y en a qu'on a exclu. Il y a des rôles aussi qui sont conjoints, directeur marketing com, directeur sales et marketing. Donc on a parfois préféré ne pas prendre quelqu'un dont on ne savait pas vraiment si c'était un rôle de dirigeant. Donc on arrive quand même avec un panel assez représentatif de 2500 dirigeants, et on a étudié un peu plus de 2500 publications. Alors vous verrez que par la suite on a restreint ce nombre-là, parce qu'on a des publications qui ne sont pas auditables, avec très peu de chiffres, juste une image, ou de personnes qui sont parties de l'entreprise, donc avec des publications qui ne concernent plus vraiment l'entreprise en tant que telle, plus quelques cas un peu particuliers de personnes parfois un peu politisées qui partagent beaucoup d'infos, qui ne sont pas forcément intéressantes dans le cadre de l'étude. Donc on a fait un petit peu de filtre, on a réduit ça, on sera à peu près à 18 000 vraies publications qu'on a pu étudier. Et puis cette année, dans l'équipe, on a adjoint un petit stagiaire sympa qui est ChatGPT. Qui a été utilisé par moment pour aller accélérer un petit peu le traitement de l'information. On vous racontera un petit peu ça en détail. Voilà, donc le départ de l'étude, on a commencé à travailler. Alors je vois une question de Patrice, juste pour revenir, c'est 2500 leaders,
avec 25 000 publications, posts qui ont été aspirés. Désolé si j'étais pas très clair sur ce sujet-là. Alors, la manière dont on a travaillé, alors ça se veut pas forcément représentatif statistiquement, notamment des secteurs d'activité français. On est allé chercher des entreprises qui nous parlaient dans différents secteurs d'activité qu'on croise assez souvent chez Invox. Donc, on a les entreprises IT Tech, là, c'est des éditeurs de logiciels ou des scale-up, des licornes qui ont bien grandi sur cet aspect-là. Pas forcément que édition de logiciels, il y a aussi tout ce qui est tech autour de là, mais qui est plutôt sur de la vente de licences, la banque assurance, la partie industrielle. Donc là, on est sur des vraies entreprises qui ont des usines, qui fabriquent des choses ou des machines. Les métiers du conseil, vous verrez, c'est une exception un peu élargie dans ce qu'on a vu. Donc là-dedans, on va avoir des cabinets de conseil, des ESN, SS2I, voilà, des métiers de service à valeur ajoutée. Donc c'est plutôt de la prestation intellectuelle. Le bâtiment de construction dans lequel il se passe plein de choses super intéressantes, transport logistique, et puis les services B2B qui sont un petit peu fourre-tout de quelque chose qui est pas industriel, mais qui a un traitement de service industriel. On va y retrouver notamment, par exemple, les métiers d'intérim, des métiers de restauration collective ou ce genre de métiers qui sont aussi intéressants à suivre. Voilà, donc on a cherché un panel. Vous avez quelques exemples là, des 770 entreprises, de celles qui ont été regardées pour teinter un petit peu. En termes de taille aussi, on le présente comme un classement ETI au sens INSEE. C'est pas tout à fait vrai, parce que en gros, ETI, ça va, suivant les classements, entre 250 et 500 personnes jusqu'à 5000 personnes. Parfois, on est allé un petit peu au-delà, parfois on était un tout petit peu en dessous de 500, mais on essaie d'être représentatif d'un certain nombre de boîtes. Donc à partir de là, on a regardé, donc on a fait un traitement à la main, ça c'est ce que vous voyez, on a listé les entreprises, on a regardé quels étaient les profils qu'on cherchait, donc le DIRCO, le directeur de la communication, le directeur marketing, le DRH, et puis le dirigeant, CEO, DG, et parfois on a des binômes de président et de direction générale. Quand il y a eu de l'activité intéressante, on a pu parfois prendre les deux, donc ce qui crée aussi, là aussi, sans doute des écarts statistiques. Encore une fois, c'est pas un sondage, ça n'a pas une vérité statistique définitive. On est plutôt assez curieux sur la manière de procéder ici, et voilà, on sait qu'il y a des petits trous dans la raquette statistique. Et puis ensuite, on a regardé au niveau des publications de chaque leader, de regarder quelles étaient les publications, l'engagement que ça a pu générer sur les publications. Alors, on est un peu limité sur ce qu'on peut récupérer, mais globalement, on a les likes, on a les commentaires, on a les repartages, et puis on a aussi pas mal d'informations sur les formats de posts, la longueur des posts, l'ajout ou pas de vidéos ou d'images, une question de timing aussi du post. Donc on a regardé sur 8 mois, de janvier à fin août, et on a récupéré les publications des personnes sur ce timing-là. Voilà, donc ça, on a restreint effectivement notre champ, on a identifié les bonnes personnes sur 2511 personnes dans cette étude-là, avec une ventilation que vous voyez juste en dessous. On a trouvé parfois un petit peu plus dans certaines catégories. Commerce, marketing, communication, il y a aussi un petit peu parfois de personnes qui ont des doubles casquettes là-dedans, donc ça diminue un petit peu l'action. Et puis côté DRH, on n'a pas toujours trouvé des personnes identifiées, là plus parce qu'on les trouvait, mais pas forcément derrière sur les bons profils LinkedIn. Donc il y a eu aussi une petite restriction de ce côté-là. Alors, j'ai des petites remontées de est-ce que ça. Non, c'est revenu a priori. J'espère que ça marche bien chez tout le monde là-dessus. La méthodologie, derrière, elle nous a aussi permis d'identifier des personnes dans les différentes catégories. Donc, c'est là où, effectivement, c'est pas forcément représentatif parce qu'on a identifié les entreprises et c'est pas forcément représentatif de la part dans le PIB national. Sans doute qu'on aurait parfois pu trouver un peu plus d'entreprises ou un petit peu moins. En tout cas, ce qu'on cherchait à avoir, c'était d'avoir suffisamment de personnes dans chacun des secteurs d'activité, dans chacun des postes du CODIR, pour avoir quelque chose qui soit révélateur d'un comportement et d'une photo à l'instant T à fin 2024. Voilà pour la partie méthodo. Si vous avez des questions, parfait. Je vois qu'il y a des debugs qui se font dans les commentaires. C'est parfait. Et puis, chez certains, tout va bien. Donc, on va rester là-dessus. Donc, on a pu cruncher tous ces résultats. On a fait tourner des gros spreadsheets, comme vous vous en doutez. Puis, on a croisé toutes ces choses-là pour avoir finalement des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer
d'autant de données, plusieurs choses. Déjà, on a des rythmes de publication et la présence sur LinkedIn, des gens qui y sont, des gens qui n'y sont pas, des gens qui y sont de manière très passive, et puis d'autres qui, au contraire, sont très, très présents. Les fameux top voice qui sont assez volubiles, on en retrouve. Donc ça, c'est déjà un premier éclairage. On a un deuxième éclairage sur la forme des publications. Les formats choisis, la tonalité employée, ça, c'est des choses qu'on a pu travailler, et notamment le recours au visuel. Et puis surtout, quelque chose qui est intéressant, qui est la partie thématique. C'est de quoi je parle quand je prends la parole. Donc ça aussi, on a fait tourner en partie l'IA pour venir travailler sur les grands thèmes qu'on avait voulu déceler et pouvoir en retirer un petit peu une sorte de ligne éditoriale photographique de ce qui se fait aujourd'hui sur la prise de parole. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est parce qu'on a l'information, de voir entre les différentes tailles d'entreprise, les différents secteurs d'activité, les différentes postures aussi de job, de voir quels sont les différents usages, de creuser ça, et puis de voir aussi l'efficacité. Ce qui récolte, alors l'efficacité chez nous, elle est vue par le prisme de l'engagement. Triana nous expliquera ça tout à l'heure. Mais donc, on a des chiffres qui nous donnent un indice de est-ce que ça a fonctionné. On ne peut pas voir les vues des posts, ça c'est quelque chose qui est plutôt côté privé sur les utilisateurs. Par contre, on a quelques indices et on regardera un petit peu si on trouve des patterns, des schémas qu'on peut reproduire pour vous donner aussi des conseils sur la prise de parole. Et puis, il y a aussi des choses qu'on ne peut pas voir ou qu'on n'a pas regardées. On aurait pu aspirer un petit peu plus d'informations. Ça n'a pas forcément été fait sur cette année. Donc, on essaiera aussi de vous dire quand finalement, on ne peut pas tirer de conclusion des chiffres qu'on a. On a une photo, mais on peut émettre des hypothèses et c'est ce qu'on fera aussi tout au long de la présentation. Donc voilà, pour cette longue intro, mais je pense que c'est important de vous dire un peu comment on a capté l'information, comment on l'a étudiée. Encore une fois, on est très conscient qu'il y a des limites dans ce qui est fait. Ça nous donne un peu de grain à moudre pour autant, pour voir un petit peu comment vous pouvez accompagner les leaders. D'ailleurs, ça, c'est peut-être intéressant de nous dire dans les commentaires si vous êtes en situation d'accompagner des leaders, si c'est quelque chose qui vous est demandé, si c'est quelque chose qui est en cours de mise en place pour 2025 ou qui tourne déjà. Ça, c'est toujours super intéressant. Et effectivement, je rassure tous ceux qui demandent si vous aurez la présentation, vous aurez le replay et la présentation sans aucun problème. Premier apprentissage, on commence là, on rentre dans le vif du sujet des chiffres. Quand on crunch toutes les infos, on trouve en gros que par mois, il y a 0,98 postes qui ont fait. Donc en gros, un leader de notre panel moyen va prendre la parole une fois par mois sur son fil LinkedIn. Mais Triana, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà des choses à aller creuser dans ces postes-là, dans ce fameux poste par mois, on a des informations. Oui, effectivement. Et donc, du coup, dans ces posts par mois qui sont publiés par les leaders, on va retrouver environ 25% des posts qui sont natifs et presque 75% des posts qui sont des republications, des repartages. Donc, du coup, la différence, vous la connaissez sûrement, mais entre un post natif et un repartage, c'est qu'un post natif, c'est un post qui est publié directement sur votre feed d'actualité depuis votre profil LinkedIn, que ce soit rédigé par vous ou par quelqu'un d'autre. Et un repartage, c'est l'utilisation d'un post qui provient bien d'ailleurs, donc d'un autre utilisateur ou d'une page entreprise, et qui est republié dans votre feed d'actualité. Donc ici, on a les deux exemples d'un post natif qui est rédigé et publié dans les feeds de Pierre Gattaz et Patrice Lucas qui publie donc du coup les posts d'une page entreprise qui est Veralia France. Alors, ce qui est intéressant, forcément, quand ça fait beaucoup de posts qui sont des repartages, on verra tout à l'heure sur l'efficacité, mais quand les repartages sont faits, on voit que 70%, 72% exactement de ces repartages proviennent de la page entreprise. Donc, on se rend compte quand même que ce n'est pas tout et n'importe quoi qui est partagé et qu'on va pouvoir trouver ici quelques exemples. Alors, quelques règles aussi pour que c'est pas forcément mauvais de faire des repartages. C'est pas le top non plus, mais c'est pas forcément mauvais. Mais quelques petites règles de base à avoir en tête. Oui, donc du coup, effectivement, c'est pas négatif de partager une publication qu'on trouve ailleurs. Ce qui est important, c'est de toujours ajouter un peu de contexte, ajouter un peu des textes dans ces repartages.
Et ce qui est très bien dans cette mécanique, c'est que ça va mettre en lumière, par exemple, une page entreprise. Et pour ceux qui ne suivent pas encore la page entreprise, ça va inviter à suivre la page entreprise, comme on peut voir dans cet exemple concret. Mais effectivement, toujours penser à mettre un petit texte avant de repartager une publication. Et effectivement, que ce soit aussi cohérent avec votre profil. Ici, on voit que du coup, c'est la CEO de Upside qui repartage une publication de la page entreprise. Et donc, du coup, c'est cohérent et ça a du sens, ces repartages, et ce qui va faire que ce soit engageant pour la communauté de cette personne. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on peut apprendre un peu sur la fréquence de publication. Il y a d'autres choses aussi qu'on voit maintenant si on zoome par grand job. On voit que les différences se marquent, alors pas forcément énormément. Donc on garde en tête ce 0,98. Là on a des arrondis à un chiffre après la virgule, donc ça masque sans doute encore quelques petites choses, mais on voit que ceux qui postent le plus sont les dirigeants et la DIRCOM. Et puis ensuite, ça baisse un petit peu au marketing, on prend encore la parole, puis le DIRCO et puis le DRH. Et puis on voit en dessous aussi la part de postes natifs. Donc on est toujours un peu sur cette notion de un quart, trois quarts de postes, avec quand même les CEO qui ont un ratio un tout petit peu plus élevé. Donc ils prennent un petit peu plus le temps. On verra que c'est assez marqué, hein, cette différence de ligne éditoriale. Peut-être sont-ils plus accompagnés, ou peut-être naturellement ont-ils davantage intégré ce rôle de porte-parole. Et puis souvent, c'est des personnes qui vont être pas mal en mouvement, donc il y a des choses à raconter globalement. Ça, c'est des choses où vous retrouverez tous les détails dans la publication complète, dont on vous donnera le lien à la fin. Comme ça, vous verrez que on verra ceux qui sont assidus jusqu'à la fin. Donc encore un petit peu de patience. Triana, en préparant, t'étais pas très contente de la performance de nos leaders. Oui, effectivement, un post par mois, c'est évidemment pas assez. Aujourd'hui, il faudrait viser au minimum un post par mois, mais ce qu'on voit, c'est que l'algorithme préconise de prendre au moins la parole 2 fois par semaine pour être plus visible. Donc, du coup, c'est sûr que c'est pas assez un post par mois. Une façon, alors ça c'est l'algo qui le montre, c'est les chiffres qui le montrent, c'est tout ce qu'on voit en publication, c'est les choses qui ressortent. Ce côté une publication par semaine jusqu'à assez récemment était un peu la cible qu'on se donnait dans des programmes d'accompagnement de leader advocacy, parce que c'est déjà pas mal. Quand on creuse les lignes éditoriales, en général, on trouve beaucoup plus d'idées que ça. Et donc, pour revenir à ce que Triana disait juste un petit peu plus tôt dans la présentation, le fait de mixer des posts natifs et peut-être d'aller chercher un peu plus de repartage permettrait finalement, avec un effort un peu moins soutenu, d'avoir quand même une présence plus forte pour contenter l'algorithme, diversifier les audiences et faire grandir finalement la communauté autour des leaders. Donc ça, c'est super intéressant. Alors dans notre étude, on a aussi vu que 20% des leaders qu'on a identifiés n'avaient pas publié un seul post natif. C'est-à-dire que sur tous les gens qu'on a trouvés, il y a quasiment 500 personnes qui n'ont pas publié un seul post natif. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne publient pas, ils font que des repartages, mais du coup avec quand même une puissance de prise de parole qui est bien moindre par rapport à ce qu'ils pourraient aller chercher. En gros, l'écart de visibilité, il est difficile à quantifier, mais nous, ce qu'on constate sur les leaders qu'on accompagne, parce que là, pour le coup, on a les chiffres de vue, c'est de 1 à 10 ou de 1 à 12, la performance qu'on peut aller chercher, et parfois beaucoup plus quand on a bien travaillé les audiences. Donc ça, c'est pour la partie, sur la partie visibilité. Je jette un petit coup d'œil aux commentaires, n'hésitez pas à tout poser, on reparcourra le fil des commentaires à la fin. On a regardé un petit peu tous les combien ça poste, en gros. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire un petit peu qualitativement, de regarder les sujets qui sont abordés. Donc pour ça, alors pour ceux qui avaient suivi ou qui sont allés re-regarder l'étude de l'année dernière, qui est toujours en ligne en accès sur notre site, l'année dernière, on avait 7 thématiques, on avait fait 7 paquets. On a un peu simplifié aussi parce qu'avec une année de plus d'accompagnement de leader, on s'est rendu compte que en fait, on a des formats ou des sujets qui sont un peu border entre plusieurs catégories. Donc, on a simplifié un peu le travail aujourd'hui. Et je pense que si vous accompagnez des dirigeants, ça vous aidera aussi beaucoup à voir quelle est la teinte
que souhaitent donner les leaders sur leur profil. Le premier sujet, c'est thought leadership. Donc là, on est un leader d'opinion. On va prendre la parole pour montrer une expertise ou avoir un poids sur un secteur d'activité ou sur une industrie en particulier. Le deuxième sujet, alors pour l'instant, je ne vous donne pas encore le pourcentage de chaque, mais le deuxième sujet qu'on croise dans les lignes éditoriales, c'est évidemment le côté marque employeur qui est intéressant. Donc là, on va avoir un mix de différentes choses. Et puis, on a le parti développement business qui était assez pauvre l'année dernière et probablement, c'est sans doute celle qui a le plus bougé par rapport à l'année dernière. Sur le côté, en fait, LinkedIn, c'est aussi un espace business. Donc, je ne suis pas là que pour raconter des choses. À un moment, il faut aussi que j'impacte des résultats business. Alors, ça peut prendre des formes un petit peu différentes. Triana, tu veux peut-être donner quelques détails un peu sur dans notre algo à nous, dans notre critère de traitement, quels sont un peu les grands types de prise de parole à l'intérieur de ces thématiques qui ont été un peu auscultées? Oui, effectivement. Donc, la partie thought leadership, c'est tout ce qui va asseoir l'expertise de la personne. Donc, ça peut être prendre la parole sur une tendance dans les secteurs d'activité et montrer sa posture d'expert en donnant quelques conseils. La partie marque employeur, c'est mettre en avant la culture de l'entreprise, mettre en avant les équipes, montrer les opportunités de carrière, les promotions au sein des équipes également. Et tout ce qui est développement business, c'est vraiment montrer les offres, mettre en avant tout ce qui est case studies, succès client, les événements. Donc, tous les événements et évidemment, pour ceux qui travaillent dans la partie produit, toutes les updates dans les produits et les lancements des produits aussi. Parfait, merci Triana. Alors, je vois qu'il y a du conseil qui se fait dans les coulisses du live, dans les commentaires, mais qui abonde complètement dans le sens dans lequel on souhaite aller. Donc, c'est très bien. Merci Christian pour cette petite précision, effectivement, sur comment faire un meilleur repartage en ajoutant évidemment du texte. Donc, si on regarde maintenant au niveau quantitatif, quand on fait le petit dispatch, et en ça, ChatGPT nous a pas mal aidé sous notre contrôle, évidemment, sous le contrôle des social media managers, on voit aujourd'hui que 44% des publications, donc des 17 000 qu'on a pu vraiment analyser, et notamment les postes natifs, sont des postes de marque employeur. Et donc, on va montrer là beaucoup de choses. Il y a beaucoup de je recrute dans mon équipe, ou un tel recrute dans son équipe, ou on lance un forum, on lance une vague sur les alternants, et puis toute la vie d'équipe en interne qui a pour vocation de montrer les valeurs, le bien-être dans l'entreprise, les programmes de diversité, les programmes d'inclusion, les programmes de mobilité interne ou de formation qu'on va retrouver. Tout de suite derrière, quasiment 40%, on est plus sur de l'expertise. Donc là, on est vraiment dans cette vague un peu média B2B, un peu presse professionnelle finalement, où LinkedIn est devenu une tribune pour des personnes qui ont des convictions sur un marché, qui ont des tendances à analyser, qui ont des réactions à faire sur des changements de marché, sur des publications sur certaines choses. Donc ça, c'est intéressant. Et on voit que la partie développement business, qui était quasiment 3 fois moins importante dans ce qu'on avait débusqué l'année dernière, avec tous les biais qu'on a pu expliquer depuis le début sur la méthodo, de voir que la partie développement business, notamment via les cas clients, est quelque chose qui est assez important et qui s'est beaucoup développé sur cette partie-là. Et puis, on a fait aussi un tri un petit peu différent sur les contenus. Là où auparavant, typiquement tous les webinars, les événements tombaient dans Thought Leadership, on a fait un filtre un petit peu plus important ici pour voir ce qui était plutôt de la prise de parole commerciale, donc par exemple des webinars de présentation d'offres qu'on a pu basculer dans cette partie développement business. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et quand on zoome, encore une fois, la richesse, là, c'est d'avoir suffisamment de data pour voir un petit peu les différences qu'on trouve par poste. Et en fait, c'est là où on rentre dans des différences de lignes éditoriales, alors qui sont bonnes ou pas, ou qui sont plutôt des réactions d'habitude, finalement, de prise d'habitude, de posture de prise de parole. On va retrouver quelques petites choses marquées. Donc, ce tableau, comment il se lit ? En colonne, vous avez finalement les 100% sur chaque colonne, ça fait 100%. La somme de chaque colonne, c'est en gros ce que raconte un CEO, si je prends la première colonne par exemple. Et puis en colonne, vous avez les grands types de vues. En orange, vous avez la part prépondérante de la prise de parole pour chacun. Donc on voit que déjà là, il y a un petit peu des différences entre marque employeur et thought leadership. Personne n'arrive en tête sur le développement business. Pour autant, on voit quand même que, et c'est normal, le DIRCO fait son job de pousser
les salons, les cas clients, les réussites de son équipe au niveau commercial. Donc, c'est celui qui a la part la plus importante. Là où on voit que 4% chez le DRH, on voit qu'il y a un petit décalage qui se fait de ce côté-là. Évidemment, le DRH, c'est celui qui a le score sur la partie marque employeur, la partie prépondérante de son travail. Donc, c'est là où on voit que la posture du DRH, ça va être plutôt effectivement de montrer ce qui se passe en termes d'emploi et d'évolutivité, et d'évolution de carrière dans l'entreprise. Et puis, on voit directeur marketing et CEO qui ont des parts quand même assez importantes sur la partie salt leadership, donc ce côté prendre la parole, de ne pas forcément vouloir faire tout de suite du commercial, d'équilibrer aussi avec le discours interne. Donc ça, c'est plutôt des profils qui vont être tournés vers l'extérieur. Et donc, comme je l'ai dit, des scores assez faibles sur la partie développement business sur DIRCOM et DRH. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous retrouvez aussi dans vos différents COMEX ou CODIR. N'hésitez pas à nous le dire sur les commentaires. Tout ça, vous retrouverez encore une fois tous les détails avec un petit peu de texte d'explication pour ceux qui n'auront pas la voix en live de Triana et de moi. Vous pourrez vous plonger là-dedans. Donc, on a vu les sujets. Maintenant, les posts. Bon, je vais le faire sur un sujet en particulier. Ça peut prendre plein de formes différentes. Et ça, on va un petit peu creuser. Triana, peut-être déjà une petite révision pour ceux qui ne publieraient que du texte. Il y a plein de choses aujourd'hui sur LinkedIn. Oui, effectivement, on peut trouver les formats images, que ce soit une image simple ou ce qu'on appelle un album photo, donc un format multi-image. On peut aussi effectivement utiliser la vidéo, les formats sondages. On a les documents PDF, ce qu'on utilise souvent pour les carousels sur LinkedIn. Gros potentiel. Oui, gros potentiel sur les carousels. Et après, les sondages, je l'ai déjà mentionné. Et aussi, on peut utiliser un format qu'on appelle célébration. C'est pour vraiment mettre en avant, par exemple, un changement des postes ou célébrer une nouveauté spécifique. Mais c'est un format qui est quand même très peu utilisé et souvent pour les changements des postes. Alors, on va tuer le suspense tout de suite. Donc là, on a remis en bas les types de postes, donc les formats, et puis le pourcentage dans la ligne éditoriale. Donc si vous faites le calcul du orange, ça fait 100%. Si vous faites le calcul du bleu, ça fait 100%. La différence entre orange et bleu, c'est les postes natifs, donc ceux qui ont été vraiment rédigés. Et puis la partie bleue, c'est quand on prend tous les postes, notamment les natifs, mais surtout les repartages. Donc, ça permet de voir un petit peu des différences. Donc, qu'est-ce qui est notable? Bon, déjà, on est entre 2 tiers et 3 quarts, quel que soit finalement le type de poste qu'on prend, on est sur un partage image plus texte. Le texte seul a beaucoup baissé ces dernières années. Ça représente quand même encore à peu près 10% là-dessus. On voit la vidéo qui, pour le coup, est pas mal montée. Aujourd'hui, les vidéos, si on prend tout post repartage, on a 20% des posts qui incluent de la vidéo. Ça, c'est assez fort. C'est quasiment x4 par rapport à l'année dernière. Et puis, on a les autres formes, les documents. Donc, ça, c'est les fameux PDF où on peut regarder en carrousel. Et puis, le format article, pour le coup, il y a un gros différentiel. Là, le format article, c'est des posts qui incluent des liens sortant vers des contenus. C'est un format un peu particulier, c'est un peu mal nommé, c'est le nom que LinkedIn lui donne, ce côté article. Et on voit qu'il y a des différences. Alors, à la hausse, il y en a assez peu. Donc, c'est le format image qui est plus utilisé en post natif que quand on inclut tous les posts. Donc là, c'est finalement la facilité de j'ai pris une photo ou j'ai un visuel qu'on m'a donné, je le mets parce que je sais qu'il vaut mieux plus mettre une image. Et puis, on en a qui sont pas mal à la baisse. Alors, c'est assez intéressant. On a la vidéo et les PDF parce que c'est quand même plutôt des contenus difficiles à faire soi-même. Il faut du temps pour filmer sa propre vidéo ou pour faire son propre PDF. Donc, si on ne le récupère pas pour aller le charger en natif depuis son poste, on va plutôt faire un repartage. Ça, c'est plutôt la logique qui est utilisée aujourd'hui, de dire ah, il y a une vidéo qui a été partagée, je ne sais pas où est le fichier, je ne sais pas l'uploader ou je ne sais pas comment faire un bon carrousel moi-même, je vais repartager ce qui existe. Donc là, il y a peut-être aussi une petite formation à faire ou une aide à faire pour charger en natif ces formats-là sur les profils des leaders. Et puis sur la partie article, c'est l'hypothèse qu'on émet ici avec l'équipe social media, c'est que bien souvent quand même, c'est plutôt issu des pages, l'envie de générer du trafic hors de LinkedIn, l'idée de ramener sur un article, sur un site web, sur une page offre, sur une page d'inscription à un rendez-vous par exemple, ou à un événement, ce qui est beaucoup moins la dynamique sur un profil personnel, où là finalement,
je publie, j'ai donné mon info, j'ai pas forcément de mécanique de rapport de trafic ailleurs, donc on va plutôt ne pas faire de lien sortant, mettre ce qu'on a à dire, faire réagir dans les commentaires. Et puis on voit quand même sur l'ensemble de tous les posts qu'on a récupérés, on a trouvé quand même un sondage qui était publié en natif. Donc le format qui avait quand même beaucoup le vent en poupe les 2 dernières années, jusqu'à assez récemment, a été un peu coupé en termes de visibilité. C'est quelque chose qui a assez disparu. Et en tout cas, s'il est utilisé, il est très, 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 très peu utilisé par les profils dirigeants. C'est peut-être quelque chose à travailler. C'est peut-être intéressant une fois qu'on a une communauté qui est là, mais qui peut être intéressante. Alors, je fais juste un petit stop parce que je vois qu'il y a quelques petites commentaires ou questions. Alors, Marie-Charlotte nous dit dans le rapport de Richard van der Bloem, alors c'est le rapport statistique, vous pouvez aller voir, et ça sort à peu près tous les trimestres. Il fait une grosse analyse statistique. Effectivement, les formats courts, vidéo plus texte ou texte, un peu moins de carousel. Alors, les carousels, on verra que c'est intéressant à travailler pour le thought leadership. Même si c'est moins vu, si c'est moins viral, en termes de qualité d'information, c'est quand même super intéressant. Mais effectivement, c'est un peu moins fort. En tout cas, le carrousel marche si le carrousel est bon. Il y a aussi ça, c'est que la qualité des carousels moyennes est dans le panel, Valérie nous demande si les dirigeants, donc les top dirigeants, CEO, DG, font des publications sur la stratégie, les ambitions, les explications sur les choix stratégiques. Alors, on a des exemples, mais on n'a pas fait un retraitement massif de ce sujet-là. Donc ça, on pourra partager, Valérie, sur un prochain épisode. On remontera quelques petites infos. Puis Triana, en fin de live aussi, passe un petit panel assez inspirant de posts qu'on a pu trouver. Et puis Marie-Charlotte, allez cliquer et mettez un petit like au commentaire de Marie-Charlotte pour faire remonter avec le rapport complet qui est une autre forme de travail que celle qu'on peut faire de notre côté. On a des entreprises qui sont plutôt structurées, qui ont souvent, qui ne sont pas que des groupes filiales France, hein, par exemple. Est-ce que, Triana, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as pu constater sur le côté linguistique des postes de nos leaders? Oui, alors les postes de nos leaders sont majoritairement en français, donc 78% des postes sont rédigés en français et on trouve quand même un petit pourcentage de 18% de postes qui sont rédigés en anglais et encore un tout petit pourcentage de 4% des postes qui sont en français et en anglais. On va avoir un exemple juste après où on trouve, on vous a mis un exemple d'un poste qui est rédigé en français et en anglais et ensuite en français. Alors, c'est vrai que nous, on conseille de rester sur une langue. Aujourd'hui, LinkedIn offre la possibilité de cliquer sur les boutons traduire. La traduction, elle est assez bonne. Et c'est vrai que les mélanges des deux langues peut impacter aussi les reach et la visibilité du post. Donc, si c'est strictement nécessaire, on les fait en 2 langues. Sinon, plutôt privilégier une seule langue. C'est ce qu'on recommande, nous, chez Invox. Avec quand même parfois des petites incartades à ça. Typiquement, là, le post qu'on vous montre, c'est suite à un événement qui s'est passé entre les équipes April Canada et françaises. Donc, on est quand même sur, là, pour le coup, une rencontre des 2 continents. Donc, il y avait presque un enjeu à mettre sur les 2 langues. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt choisir une langue forte, parler dessus, et puis de temps en temps, éventuellement changer de langue, parce que l'activité des dirigeants peut les amener à être présents sur des zones géographiques spécifiques, et c'est toujours intéressant d'aller prendre la langue locale. On a retrouvé, alors là, on vous a mis français, anglais, et puis français plus anglais. On a trouvé aussi quelques postes, français plus espagnol, italien, mais c'est vraiment, au total, ça représente moins d'1%, donc on les a sortis de cette expression-là pour garder les choses un peu propres sur les visuels. Voilà, je jette un petit œil sur les questions. Il y en a pas mal qu'on pourra traiter aussi à la fin, mais continuez à les mettre. N'hésitez pas aussi à vous dire si c'est des choses qui vous surprennent ou qui, au contraire, confirment des choses que vous aviez en tête. Et puis maintenant, on va regarder évidemment tout ce qu'on fait. On le fait dans une logique quand même de visibilité et puis de rapporter du business, hein, quand même. C'est quand même la première attente des programmes de leader advocacy qu'on monte dans les entreprises. Et donc, on va regarder un petit peu là la perf, en tout cas, ce qu'on peut voir de la performance en termes d'audience et d'engagement. Donc, on va faire un petit peu de pédagogie là-dessus.
en moyenne aujourd'hui, sur le panel qu'on a étudié, nos dirigeants ont 3316 followers. Donc ça, c'est les abonnés qui suivent les personnes. Aujourd'hui, vous savez qu'on distingue abonnés et connexion. Connexion, c'est réciproque. J'ai accepté que la personne rentre dans mon réseau. Les followers, c'est les gens qui s'abonnent à vous. Vous n'êtes pas forcément connecté avec eux dans votre réseau. Mais par contre, c'est les gens qui vont voir passer vos publications. Donc, il y a un enjeu quand même aujourd'hui à amener les dirigeants à accepter de prendre la parole davantage pour développer les followers, même s'ils n'ont pas forcément envie de se connecter directement avec toutes les personnes qui en feraient la demande. En tout cas, quand quelqu'un fait une demande, automatiquement, elle suit la personne, même si derrière, on ne va pas accepter la connexion. Alors ça, c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure, Triana disait, ouais, c'est pas suffisant de prendre la parole une seule fois par mois en moyenne. Donc là, on est vraiment sur des moyennes. Encore une fois, ça traduit 0,98. Ça veut dire qu'on a des personnes qui ont pris la parole 2 fois sur 8 mois et puis d'autres qui l'ont pris beaucoup plus que ça. Le top est un peu au-dessus de 100 prises de parole. Peut-être que c'est un hobby. Ce qui est intéressant, c'est quand on zoome sur les personnes qui prennent au moins déjà la parole une fois par semaine, on a une audience qui, elle, est beaucoup plus importante. Alors, donc on est quasiment à 12 000 followers. Donc on est quasiment 4 fois plus fort sur l'audience, 3 fois et demi plus fort sur l'audience quand on prend la parole régulièrement. Est-ce que c'est un lien de cause ou de conséquence? Ça, pour le coup, c'est difficile de l'évaluer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une corrélation et que ça veut dire que le leader en question a compris à la fois l'idée de LinkedIn, c'est un média, ma voix doit porter sur des audiences intéressantes, et que pour ça, il faut que je sois visible. C'est pas juste celui qui se connecte le plus. Il n'y a pas de followers qui vont arriver s'il n'y a pas de prise de parole. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et quand on creuse dans les chiffres, donc là, je vous ai mis les audiences moyennes. C'est intéressant aussi de regarder. Donc le all, c'est la moyenne générale, 3316. On a quand même des écarts assez forts, quasiment de 1 à 4. Entre les différents jobs. Comment est-ce qu'on peut analyser ça? Normalement, les entités, les personnes de tête qui dirigent l'entreprise sont naturellement plus visibles, avec des audiences internes et des audiences externes. Ça, c'est un débat qu'on pourra avoir dans les questions-réponses, qui est intéressant. Et quand on voit qu'il y a d'autres profils qui sont un peu moins connectés. DIRCOM, voilà, assez connectés. DRH, souvent, c'est les gens qui vont se connecter avec des candidats, notamment des candidats de managers, qui ont aussi des vies assez connectées. C'est des publics, les DRH, qui sont assez en réseau. Aussi, donc ils se suivent aussi beaucoup entre pairs. Et finalement, la petite surprise, elle vient du commercial. On se dit, tiens, naturellement, les gens vont se connecter. On se rend compte que sur le côté dirigeant, il y a peut-être dirigeant commercial, DIRCO, une envie de se connecter que à des interlocuteurs de bon niveau et peut-être de ne pas faire de concessions trop sur je connais pas la personne, je le fais rentrer dans mon réseau. Vraiment, c'est souvent des personnes qui sont pas réfractaires à utiliser LinkedIn de manière plus intensive, mais qui le voient pas encore comme un média, qui dit non, c'est un peu mon Rolodex, c'est mon réseau, ça doit être qualitatif et j'accepte pas tout le monde. C'est un peu l'analyse qu'on en fait. Et quand on regarde le post si on prend juste les personnes qui sont en post par semaine, vous avez les moyennes sur la ligne des audiences, donc des followers moyens. On voit que on a des taux d'augmentation. La dernière ligne, c'est le delta entre ceux qui ont finalement peu de connexion, peu de prise de parole et ceux qui ont une grosse prise de parole. On voit qu'il y a un vrai delta sur ça. Et puis côté RH, en fait, on a trop peu de DRH qui prennent très régulièrement la parole pour pouvoir en tirer des conclusions. Donc on l'a sorti du scope. Tout ça, pareil, vous allez le retrouver dans l'étude complète. Donc ça, c'est la partie audience. L'audience, c'est finalement le résultat cumulé des efforts sur une longue durée. Donc c'est aussi important de rester dans le temps. Mais ça ne donne pas forcément une photo de l'efficacité des posts en tant que tel. Et pour ça, on utilise les notions d'engagement. Triana, est-ce que tu nous en dis un petit mot de ce qu'est l'engagement? Oui, alors l'engagement, c'est les cumuls des réactions, les commentaires et les repartages. Dans ce qu'on va vous montrer ici, on va commencer par la partie like. Donc, du coup, like égale réaction. C'est pas que des likes, c'est tout ce qui exprime des émotions, la partie réaction sur LinkedIn. Mais on rentrera un peu plus dans les détails ensuite, parce qu'effectivement, l'engagement n'est pas que les likes, mais les likes montrent déjà, ou les réactions montrent déjà un bon indice sur la performance du post. Donc, ce qu'on peut voir sur la distribution sur les différentes fonctions, c'est qu'effectivement,
les CEO et les DG, parce qu'ils sont plus actifs et donc du coup, ils ont une fréquence des prises de parole qui est plus soutenue, bah, on peut voir que les likes, les nombres de réactions dans ces posts est plus élevé par rapport aux autres fonctions, comme les directeurs commerciaux, les directeurs marketing, etc. Mais je voulais vraiment vous expliquer comment est-ce qu'on a étudié l'engagement pour notre étude advocacy. Et comme l'engagement, comme je viens de dire, ce n'est pas uniquement que les likes, on va aussi aller étudier les commentaires et les repartages. Donc, les scores Invox, on a donné 1 point pour un like, 2 points pour les reposts ou repartages et 5 points pour les commentaires. Et donc, du coup, ça donne cette distribution sur les tableaux. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, ça relie à ce que je viens de dire. L'engagement, les scores d'engagement pour les dirigeants est plus élevé que pour les commerciaux. Les responsables marketing et communication et RH, parce qu'il y a des likes, mais il y en a aussi toute la partie commentaires et repartage qui est beaucoup plus faible dans les autres fonctions. Ouais, deux, trois petits points aussi d'explication. Alors forcément, il y a une corrélation entre le nombre de likes et de commentaires qu'on va récupérer et puis la taille de sa communauté à la base. Donc c'est comme les CEO et dirigeants ont des plus de followers déjà à la base, forcément ils en ont plus qui vont réagir. Et ce qu'on peut noter quand même ici, ce qui est assez clair, c'est qu'on est quand même sur des niveaux très différents entre le nombre de réactions et le nombre de commentaires. Il y a finalement très très peu de commentaires. Et quand on regarde les types de publications, bah, on se rend compte que finalement, ça s'y prête assez peu. On n'a pas forcément envie de réagir. Il n'y a pas forcément de logique à réagir sous format de commentaire. On ne va pas traiter forcément le repost parce que ça encore, c'est quelque chose qui est pas forcément d'ailleurs le plus indicatif sur ce qu'il y a derrière. C'est difficile de tirer des apprentissages de ça. Mais ce qui est assez fort, c'est qu'on a des posts qui finalement font quand même pas mal de likes. Hein, c'est des posts de dirigeants. Mais par contre, derrière, il y a très très peu de commentaires. Donc on n'est pas forcément sur de la discussion. Et puis nous, on analyse aussi le score finalement assez faible du directeur de la direction marketing, de la directrice marketing, sur des postes sans doute très corporate, finalement assez peu incarné. Peut-être qu'il y a moins de prise de parole très personnelle sur les métiers du marketing, là où c'est peut-être plus simple sur du commercial de montrer des réalisations commerciales des cas clients, sur le DRH d'avoir un discours avec les équipes qui sont mis en avant, forcément le côté très incarné de la prise de parole du dirigeant, CEO, DG. Mais finalement, sur le marketing, on est peut-être sur de la matière un petit peu plus sèche, ou en tout cas qui est traitée de manière un petit peu plus sèche là-dessus. Mais il y a aussi une autre explication peut-être à la faiblesse du nombre de commentaires. Oui, du coup, c'est que la majorité des posts, donc 83% des posts, n'incluent pas des CTA. Donc, un call to action à la fin du post, ce qui n'incite pas du tout, du coup, à l'engagement et aux gens à répondre à un commentaire. On peut trouver différents types de CTA qui peuvent être ajoutés à la fin d'un post. Donc, on a trouvé quelques-uns. Il y a 10%, ils font un appel au like et aux commentaires. 3%, c'était des inscriptions à un événement. 2%, cliquer pour voir les contenus complets. 1%, candidature d'un job. Et 1%, la réponse à un sondage. Mais ça reste quand même très, très faible au niveau du CTA. Et donc, du coup, effectivement, comme l'algorithme va tenir en compte aussi l'engagement à un commentaire, c'est sûr que la visibilité des posts est impactée également. Complètement. Réaction intéressante aussi, ce qu'on disait 2 petits slides plus haut sur le nombre de likes, effectivement, sur le CEO, mais ça devrait être le cas sur plus de dirigeants parce qu'ils ont aussi des équipes, mais forcément le CEO, c'est un peu le dirigeant de l'ensemble des équipes. Il y a aussi beaucoup de likes liés à l'interne et ça, c'est vrai. Et on en parle très souvent d'ailleurs dans les accompagnements qu'on fait, de se dire: «J'ai des audiences externes», ça on les identifie assez bien, mais j'ai aussi des audiences internes et beaucoup de dirigeants qu'on accompagne nous remontent que parfois leurs équipes découvrent des messages ou en tout cas consomment de l'information interne d'abord sur Facebook plus que sur les Teams ou sur les boucles de mails qui parfois sont un peu embourbés dans les entreprises. Donc ça, c'est intéressant à garder sur ce côté CTA. Quand on prend la parole, trouver la bonne manière de demander à réagir, ouvrir un débat
faire, voilà, sans dire j'attends vos commentaires, on peut trouver des choses un peu subtiles là-dessus. Et ce qui nous a un peu surpris, c'est quand on a zoomé aussi sur tout ce qui était le corpus de postes, marque employeur dédié à des recrutements, finalement, on a assez peu d'appels clairs à voilà comment vous pouvez postuler. C'est souvent très informationnel, c'est du relais, dire tiens, il y a un tel qui recrute dans son équipe, on ouvre ça. Mais finalement, derrière, on facilite pas forcément, c'est très relais d'infos et pas forcément pensé dans une côté un peu tunnel de conversion de comment est-ce que je clique et comment c'est facile derrière pour postuler. Et puis quand on zoome sur les ça c'est le même tableau que ce qu'on a vu au-dessus, mais cette fois-ci sur les tailles d'entreprise. Donc quand on regarde plus tellement par type de job, mais qu'on regarde plutôt par segment d'entreprise, quelques petites choses intéressantes. Alors assez logiquement, plus les boîtes sont grosses, plus il y a des likes, mais pas forcément d'ailleurs de manière très linéaire. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus. C'est pas le cas, c'est pas 3 fois plus dans les entreprises très très importantes. Aussi parce que du coup, il y a beaucoup plus de postes qui sont faits, puis c'est une plus grande distance. Il y a peut-être moins de pratiques aussi dans ces entreprises-là d'amener de manière massive en employee advocacy cette fois-ci là-dessus. Donc voilà, donc il y a un petit travail à faire là-dessus. Et on note quand même que ceux qui font le meilleur score en moyenne de commentaires, ce sont les plus petites boîtes de notre panel. Alors, c'est pas des petites boîtes non plus. Sans doute qu'il y a là aussi, alors soit une culture, je connais davantage les gens, je réagis, je prends la parole, soit aussi parce que c'est des commentaires extérieurs, parce qu'on se sent plus en proximité, là où il y a souvent des prises de parole qui sont moins incarnées et plus corporate, plus on va monter dans les tailles de boîte. Intéressant aussi, donc sur les commentaires, on a regardé les top performers. On a trouvé sur tout notre panel 41 postes natifs. On a enlevé les postes corporate parce que c'est pas un indicateur de la prise de parole. Et puis c'est pas des postes qui sont arrivés chez le leader, ils sont arrivés sur la page entreprise. On en a trouvé 41 qui avaient plus de 100 commentaires. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont parties en commentaires. Et c'est assez intéressant de regarder que là-dessus, il y avait 34 annonces de changement de job. Donc on sait quand même que ce moment-là sur LinkedIn, c'est quand même un CV live. Les gens réagissent à ça pour donner leurs félicitations, dire au revoir ou dire bienvenue. Voilà, c'est toujours un moment important dans le parcours de la personne, mais aussi dans le parcours de ses équipes avant et après, qui viennent dire merci ou bienvenue, qui viennent déjà marquer un petit peu leur territoire. Donc ça veut dire, si vous faites bien le calcul, il y en a 7 qui ne concernaient pas ça. On vous les a mises là très rapidement, vous pouvez les retrouver dans l'étude complète. Quelqu'un qui avait adoré un livre, des vœux de fin de bonne année, des vœux de bonne année, une personne qui a été dans un classement Institut Choiseul, un beau débat sur la législation sur les fiches de paye, qui a fait beaucoup parler. Là, il y a eu quelques centaines de commentaires, c'était un peu houleux comme chose intéressante. Et puis des choses autour des Jeux Olympiques. Quelqu'un qui a porté la flamme olympique, et puis une analyse du carbone consommé pour organiser l'événement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. Sur la moyenne de likes, j'ai une question, hop, je vais vous l'afficher. Hop là. Donc on me pose la question sur la moyenne de likes. Hop, je vais revenir sur le slide en tant que tel, qui était... Hop. Ouais, qui était trop. Mais en tout cas, sur la moyenne de likes, on arrive en fait en regardant sur les posts natifs, sur l'ensemble des publications. C'est le like auquel on arrive sur tout ça. Donc, n'hésitez pas à me passer un petit message, je vous passerai ça là-dessus. Ou alors, il y a eu un glitch sur le copier-coller, peut-être, je regarderai ça, je vais creuser tout à l'heure pendant les questions-réponses pour apporter une réponse. Effectivement, il y a peut-être un petit glitch sur le calcul. Je vais aller regarder ça. Voilà pour ce point-là sur l'engagement. Dans l'étude aussi, ce que vous verrez qui est intéressant, c'est le secteur du bâtiment et de la construction qui a le plus de likes. Ça, c'est lié notamment au début de chantier et aux livraisons de chantier, qui sont des moments très visuels, avec de l'explication technique, il y a des photos qui sont faites. Souvent, voilà, c'est des projets qui sont assez intéressants et les gens réagissent beaucoup à ça. Et puis sur les types de postes, les thématiques de postes, c'est évidemment les parties marque employeur qui gagnent haut la main. Haut la main. Développement business marche plutôt bien aussi, mais globalement, c'est quand même marque employeur qui reste devant.
Voilà, on avait envie de terminer avant d'aller chercher les questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions liées à l'IA. On pourra en discuter aussi dans le petit débat post-live. Triana a perdu quelques points de santé mentale en allant consommer beaucoup de posts, notamment les top posts. Donc, on a regardé ceux qui avaient les scores d'engagement les plus élevés. Je pense que c'est le 268, c'est la moyenne du score d'engagement et pas le nombre de likes. Ça doit être le petit glitch qu'on a eu. Je pense que j'ai trouvé le petit sujet. Donc, je te laisse nous dire un petit peu, je crois, tu les as classés par catégorie de thématique, de Oui. voir quelques exemples de postes. Alors, je prends des pincettes ici. Ce n'est pas un classement. Alors, l'année dernière, on avait présenté ça comme un top 40 des postes, et puis on a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas dans le top 40, qui nous ont dit non, mais moi, mon dirigeant, il fait mieux. Voilà. Donc, on n'a fait pas un top, on a fait une recherche d'inspiration. Donc, c'est des exemples de postes qui ont marché, qui auraient sans doute pu mieux marcher, sans doute, mais qui en tout cas étaient bien faits, qui traitaient des sujets, qui ont fait réagir, qu'on avait envie de vous montrer, parce que souvent on sait que pour embarquer des dirigeants, il faut parfois les projeter, travailler sur leur ligne éditoriale s'il y a un sujet, mais derrière de leur dire, bah voilà, sur des dirigeants comme toi, dans des boîtes, sur d'autres secteurs, voilà ce qui se passe. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc ça, c'est des slides qui vont pouvoir vous aider et que vous retrouvez dans les exemples d'inspiration. Je te laisse commenter les différents posts. Oui. Alors, on va commencer par les posts sur la thématique du thought leadership. Donc ici, on va retrouver 4 posts. Tu peux tout afficher, Guillaume, si tu veux. Comme ça, on va regarder dans l'ensemble. Mais effectivement, pourquoi j'ai pris ces 4 posts? C'est parce qu'ils utilisent, certes, pour la plupart, des images, mais on va retrouver un premier post avec ce qu'on appelle un snack content parce que c'est une image mais qui est designée, et 2 posts de visuels qui vont incarner l'entreprise, la marque, la personne. Et finalement, j'ai choisi aussi un post de leadership avec une vidéo. Donc, pourquoi ces posts, ils marchent? Bon, déjà, les copywriting, il est très bon. Donc, la phrase d'accroche incite à lire plus et à en savoir plus davantage. Les visuels, pareil, c'est un visuel qui est attirant. Ce sont des posts qui vont permettre d'asseoir l'expertise de ces personnes. Donc, ça traite des différentes thématiques, mais la première, c'est la sortie d'un livre. Le deuxième assoit la posture d'expert par rapport à la transition énergétique. Les troisièmes postes, c'est une annonce d'une prise de poste. On en a beaucoup parlé. Il y en a quand même beaucoup des postes qui sont liés à ces sujets-là. Et les derniers, c'est un post qui est très incarné avec un format vidéo landscape horizontal qui permet de parler de la marque tout en incarnant aussi sa prise de parole. Donc, Moi, j'aime beaucoup les prises de poste. oui. Ouais, alors, on ne peut pas changer de poste tout le temps pour faire plein de publications, mais ce qui est intéressant et le levier qu'on peut utiliser avec les leaders, c'est de leur dire, voilà, ça c'est le type de poste, naturellement ils y pensent, ils le font, mais finalement une prise de poste, elle s'étale dans le temps, et les ressorts qu'on a derrière, un peu de donner les coulisses, de se projeter personnellement sur ces enjeux, pourquoi est-ce qu'on le fait, en fait c'est quelque chose qu'on peut faire même quand on n'est pas en prise de poste, et trouver d'autres occasions de le faire pour rappeler sa posture de dirigeant sur son sujet, CEO, mais finalement n'importe quel poste dans un COMEX ou un CODIR peut être utilisé comme ça. Donc l'idée, c'est de se dire, je m'appuie là-dessus pour montrer que ces postes-là marchent, et dire finalement, je peux les filer, je peux les feuilletonner, je peux en faire des épisodes, même si je change plus de poste, en fait, je change d'enjeu, donc je peux trouver des choses là-dessus. Deuxième catégorie, la partie marque employeur. Différentes choses aussi là à voir. Ici, on va trouver aussi différents formats. Donc, les premiers, c'est un format PDF. C'est pas un carrousel, mais c'est quand même un format document qu'on trouve sur LinkedIn pour montrer les résultats financiers. Et ce qui est intéressant dans ces posts, c'est que l'image va faire une sorte de résumé de ce qu'on va trouver aussi sur les textes. Donc, les textes vont venir compléter ce qui manque dans l'image. Et ces posts a super bien marché parce qu'il y a eu une réponse à tous les commentaires. Donc, effectivement, une boucle de réponse à un commentaire qui a fait que ces posts, il a été très, très engageant. Les deuxièmes posts, c'est une annonce des nouveaux collaborateurs et associés avec les portraits, encore une fois,
ça incarne énormément l'image de l'entreprise. Et il y a eu toutes les mentions. Il suffit que les gens viennent liker les posts où ils ont été mentionnés pour que les posts il aient beaucoup plus d'impressions. Les troisièmes posts parlent du bien-être des employés. Avec une mention à la page entreprise et aussi du coup une image incarnée où on voit la personne qui prend la parole dans un événement. Et les quatrièmes posts, c'est autour de l'histoire de la société. Des photos qui incarnent les employés, c'est un album photo, un format qui marche très bien sur LinkedIn parce que ça incite au clic et donc du coup ça augmente l'engagement du post. Et tous ces 4 posts ont généré énormément de réactions parce que ce sont aussi des posts qui permettent de, surtout pour les 3 derniers, connecter d'une manière émotionnelle avec l'audience. Ce qui va faire que l'audience va être plus réactive avec les réactions et les commentaires. Et puis notre catégorie BizDev, donc plutôt le développement commercial. Pas mal de choses différentes ici. Oui, pareil. Ici, on va trouver les lancements. Enfin, les premiers, c'est autour d'un partenariat avec un visuel qui est simple mais travaillé. Et donc, du coup, c'est un visuel sur lequel les yeux des lecteurs vont vraiment accrocher à ces visuels. Les deuxièmes postes, c'est l'acquisition d'une nouvelle société. Donc, les coulisses d'un projet phare dont tu avais parlé justement, Guillaume, dans les secteurs du bâtiment, on peut retrouver beaucoup des postes de ce type-là. Les troisièmes, c'est la feuille de route et la mise en avant des collaborateurs. C'est fait d'une manière assez originale parce que c'est un format image, c'est un format vidéo. En fait, on ne le voit pas sur la capture d'écran, mais c'est un format vidéo, mais avec une suite d'images de l'événement. Et les quatrièmes, c'est encore une fois un format vidéo qui est préconisé par LinkedIn, cette fois-ci pour présenter aussi les résultats financiers. Donc, d'une manière différente par rapport au PDF. Voilà une petite. Alors, il y en aura d'autres dans le doc. Vous aurez aussi les liens dans le PDF de l'étude complète. Vous pourrez aller cliquer et voir vous-même ces posts-là et vous faire votre idée pour envoyer vos leaders aussi les regarder. On approche bientôt de la fin de ce live. Il y aura quelques questions qu'on va traiter. On vous a mis, là, vous pouvez faire un petit screenshot de votre écran tout de suite, si vous voulez, un peu la checklist des choses qu'il faut avoir en tête pour 2025, les choses qui fonctionnent pour accompagner dans leur ligne éditoriale et leur prise de parole les leaders. Ça, je vous laisse regarder. C'est quelque chose qu'on a quand même beaucoup couvert. Déjà, si tu avais un ou deux chouchous là-dedans, Triana, surtout pas louper, en tout cas sur lesquels se préparer pour 2025, tu prendrais quoi? Je pense que la ligne éditoriale formalisée, c'est vraiment les must parce que ça va nous permettre de bien définir quels sont nos objectifs, qui est notre cible, de quoi on va parler, la tonalité, les thématiques. C'est finalement la stratégie. Sans ces stratégies, il n'y aura rien qui va marcher. Et si je dois prendre un autre, ça serait effectivement l'incontournable, la vidéo qui monte en puissance sur LinkedIn. Allez, on est d'accord. On est d'accord. Avant de terminer, si vous êtes en train de mettre en place un programme, en vrai, il y a 2 phases dans un programme. Alors après, il peut y avoir plusieurs lancements de programmes différents, mais quand on démarre, on a toute une phase un peu de lancement. Là, on a une phase d'onboarding, donc c'est en gros sélectionner les leaders qui vont devenir ambassadeurs et leur expliquer pourquoi la démarche est importante et de s'assurer qu'ils sont OK avec la démarche, qu'ils ont envie d'y aller pour de vrai. Il y a un sujet un peu d'audit de leur présence actuelle, de booster leur profil. Ça, c'est un peu je remets à niveau le profil et je nettoie si jamais j'ai des sujets encore qui traînent dessus. Et puis après, j'écris la ligne édito personnelle. Et puis une fois que ça c'est fait, on passe vraiment dans la partie opérationnelle d'un programme de leader advocacy, où là, on va retrouver l'animation du planning, la rédaction, la modération. Donc ça, c'est vraiment ce qui est publié et comment la prise de parole va se faire. On a le développement des communautés. Donc là, c'est comment est-ce que je peux mettre en place des mécaniques aussi pour aller augmenter plus rapidement, pas seulement en attendant que les gens s'abonnent, en essayant aussi de faire de la connexion sortante de manière ciblée. Et puis évidemment, un côté suivi de perf, parce que tout ça, on le fait dans un univers, on a des outils derrière pour contrôler que on gagne en part de voix, on gagne en visibilité, on gagne en qualité
d'audience aussi, et puis de voir aussi quels sont les posts et les sujets qui fonctionnent le mieux. Et puis parfois aussi d'arriver à regarder de manière conjointe sur la prise de parole des membres du COMEX, de se dire, ou du CODIR, de se dire, sur ce sujet-là qui touche tout le monde, de récupérer les 3-4 postes de chacun sur la thématique pour voir à l'ensemble, est-ce qu'on a une voix qu'à porter. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous montre là quelques exemples de choses qui sont utilisées sur les lignes éditoriales en haut et puis à droite, des petits exemples de choses qui sont intéressantes, et puis à gauche sur des plannings de prise de parole. Tout ça, vous allez pouvoir retrouver plein d'infos sur notre site. Voilà, avec un peu d'explications sur la méthode, sur les équipes, sur des gens qui disent plein de bien de nous, et puis j'ai un peu sur les highlights de notre méthode. Je n'en dirai pas plus sur notre ligne de travail sur ces sujets-là. Vous en retrouverez beaucoup aussi sur le profil de Triana ou sur le mien, donc abonnez-vous à nous, ça nous fera très plaisir de continuer la discussion avec vous. On vous l'avait promis, l'étude. Alors, si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir un petit formulaire. Elle partira d'ici demain matin parce qu'on a un petit réglage encore à faire au niveau design pour bien terminer et qu'il soit vraiment propre. Donc, vous avez déjà beaucoup des infos et je vous ai montré beaucoup de choses. Vous pouvez replonger un petit peu dans le replay en attendant, mais allez tout de suite sur ce lien. Peut-être que quelqu'un va le mettre aussi dans les commentaires pour que vous puissiez juste cliquer dessus, mais en gros bit.ly/invox 2024, ça vous mènera directement dessus. Vous avez un petit formulaire très rapide pour être sûr qu'on ne vous oublie pas. Et demain matin, première heure, le doc part et vous l'aurez. Désolé qu'il ne soit pas encore complètement prêt. On a passé plus de temps là sur la dernière ligne droite à bien préparer ce live avec Triana, ce qui fait qu'on termine pile à temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette fin de matinée avec nous, des infos, de nous dire un petit peu si le live s'est bien déroulé depuis chez vous. Et puis on a quelques petites questions je vais remonter le fil des commentaires, et puis on va voir ça. Ceux qui veulent rester, vous pourrez voir ça. Pauline qui nous dit que pensez-vous de l'utilisation des hashtags? Honnêtement, LinkedIn est en train de supprimer les hashtags petit à petit. Ça n'a pas vraiment d'impact. C'est joli, hein, ça fait des petits mots bleus, mais même pas toujours. Maintenant, on a même des profils chez qui les hashtags passent plus du tout. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va garder. Bertrand qui nous demandait est-ce que le nombre d'impressions est une donnée importante pour vous? Oui, quand on accompagne des leaders, on regarde toujours le nombre d'impressions. C'est super indicateur à la fois de la perf des posts et puis ça donne des macro-indicateurs pour voir dans la durée est-ce qu'on développe bien les audiences et la visibilité. Pour autant, dans le cadre de cette étude-là, c'est pas une info qu'on peut récupérer. C'est pas une info qui est publique, donc on peut pas le voir. Donc voilà, c'est une info qu'on récupère pas, donc on l'analyse pas dans cette étude. Effectivement, des sujets sur les CTA, c'est souvent très IA. Alors, nous, on a un parti pris. Je vois qu'il y avait d'autres questions aussi sur l'IA, sur les images. Est-ce que c'est un impact négatif si l'image est faite par une IA? Pareil sur la rédaction. Est-ce que les posts IA sont pénalisés? De fait, honnêtement, c'est comme un peu avec l'algo Google. Il y a des choses qu'on déduit, on ne sait pas trop. C'est sûr qu'ils sont en train de mettre en place tout un tas de choses, à la fois pour encourager les gens à utiliser l'IA, parce qu'il y a maintenant des outils d'IA qui sont intégrés dans LinkedIn, ou des outils qui se collent dessus qui permettent de faire ça, mais en même temps, on sent bien que ce qui marche, c'est quand c'est incarné, qu'il y a des convictions, une tonalité vraiment réelle et réaliste de la personne, la petite vidéo, et ça, honnêtement, c'est pas l'IA qui va pouvoir le faire. Et il y a un peu une fatigue des images générées par IA. Ils ont tout un peu le même style, même si les IA peuvent être différentes et les prompts peuvent être différents. Donc je pense qu'il y a un petit côté qui abîme cette partie-là. Merci aussi. Je vois que le lien a été partagé, donc ça c'est top. Merci. Voilà, n'hésitez pas à compléter encore. J'essaie de retrouver un petit peu les questions. En tout cas, on répondra directement dans les commentaires pour les questions qu'on n'a pas traitées. On est super content de vous avoir eu ce matin avec nous. Et puis, Triana, merci beaucoup. Je trouve que le format marche super bien. On a fait un bon binôme. Donc, merci à toi pour la participation et la préparation. C'était top. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Merci.